Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons cette fois-ci à distance aborder le cinquième point qui a été annoncé sur cette question de l'enracinement, cette réflexion que nous menons depuis quelques mois maintenant. Et ce cinquième point va être consacré plus spécifiquement aux analyses d'Emmanuel Lévinas. Pour revenir au point que nous avons pu montrer jusqu'alors, l'idée centrale consistait à soutenir que la critique du déracinement se construit à partir d'une critique de la modernité. Le déracinement serait l'autre nom du mal de nos sociétés contemporaines qui nous installe en permanence dans le flux des échanges des biens, échange des personnes, un flux qui ferait que tout deviendrait interchangeable. Cette critique du déracinement s'accompagne d'un soupçon radical qui est jeté sur la notion de progrès. En effet, ce qui nous apparaissait d'abord comme synonyme de progrès serait finalement ce qui conduit à la catastrophe. Le discours séduisant du nomadisme nous a fait oublier qu'il conduit à une lutte des places. Il nous fait oublier qu'il peut rapidement devenir la justification d'une idéologie brutale, en ce sens où il ne serait rien d'autre que l'avatar de la globalisation et de la crise qui l'accompagne. Nous n'avons cessé de voir comment, face à un tel discours, se construit de manière réactive celui de la nécessité de l'enracinement. Tout d'abord parce qu'il serait, cet enracinement, la condition de l'existence authentique. Nous ne pourrions habiter authentiquement le monde qu'à travers l'ancrage dans un territoire qui nous imprime sa culture, son histoire. Ensuite, parce que faire l'apologie du déracinement, c'est confondre l'économie et la politique. Or, nous avons pu voir les dangers inhérents à ces deux approches, qui sont, pour le rappeler rapidement, celles de Martin Heidegger et de Carl Schmitt. Ce qu'elles ont en commun, à travers cette revendication du sol et du territoire, c'est bien une critique de la modernité et du sujet. D'un sujet qui serait pensé comme une pure abstraction, face à une nature réduite à n'être qu'objet. C'est d'abord que l'homme pensait, et c'est ça le premier sens de la critique, c'est que l'homme pensait comme un tel sujet n'existerait pas. Il ne serait finalement qu'une pure illusion métaphysique. Cette illusion, pour le dire autrement, nous viendrait du coup de force de Descartes qui inaugure de la sorte la modernité. Une conception de l'homme, une conception moderne de l'homme qui est désormais en crise. Alors pour repréciser rapidement, quel est ce geste accompli par Descartes? La confiance dans le monde comme ce qui pouvait nous servir de guide s'étant effondrée avec la découverte de la physique moderne, au fond avec cet effondrement de l'idée même de cosmos harmonieux et organisé. Donc cette confiance dans l'idée qu'il s'agit de se tourner vers le monde pour savoir comment agir, comment se comporter, s'étant effondré, il ne reste plus comme seul point d'appui que le jeu, le sujet qui pense. La seule évidence, ce que nous montre Descartes dans son célèbre texte et dans le discours de la méthode et dans les méditations métaphysiques, c'est que finalement, la seule évidence absolue que je puis énoncer et qui s'impose à moi est que je pense, donc je suis. Je peux douter de tout, et ce doute, quand il est poussé à son maximum, c'est-à-dire hyperbolique, nous ramène juste à la seule évidence de l'existence du « je pense ». Dès lors, le sujet, le « je pense », cette chose qui pense, se retrouve face à une nature à connaître. La nature, donc, n'est plus une norme qui doit nous servir de guide pour nous dire comment nous comporter, mais la nature est tout simplement une matière qui obéit à des lois. Et l'enjeu, dès lors, c'est de parvenir à une connaissance de ces lois de la nature. Toute la philosophie occidentale, à partir de là, va
essentiellement dans les 2 siècles qui vont suivre, consister à analyser ce sujet qui pense, à mieux saisir ses facultés qui lui permettent de penser et de connaître. Parallèlement, puisque ce sujet est le seul point d'appui sur lequel nous pouvons nous reposer, puisque la nature n'est plus ce qui peut nous servir de modèle et de norme, on sera conduit à penser que le droit lui-même doit être pensé à partir du et des sujets et non à partir de la nature. En quelque sorte, pour le dire autrement, on rompt avec la justification naturelle d'inégalité pour finir par penser le sujet de droit et l'égalité des sujets de droit. Peu importe les déterminations naturelles ou autres, il y a une égalité en droit et en dignité de tous les sujets. Voilà ce que la modernité invente véritablement, c'est-à-dire et qui va conduire à cette pensée d'une égalité de droit et à cette pensée des droits de l'homme. Donc, c'est à partir d'une telle pensée que se construira l'universalisme des droits de l'homme, qui, bien évidemment, peut être pensé comme un progrès. Toute la difficulté est que ce qui apparaît comme une condition du progrès, à savoir l'idée d'un sujet autonome qui détient en lui-même les conditions de son existence et de son affirmation, et ce qui peut se retourner en catastrophe lorsque ce même sujet est animé par l'esprit de conquête. Conquête sur la nature à travers le développement des technologies, conquête militaire et économique, à travers, comme le soulignait, c'était l'objet de la conférence précédente, comme le soulignait Simone Veil par exemple, la colonisation, ou ce qu'elle appelle aussi la grande industrie, conquête qui prend la forme d'un déracinement. Cette conquête est alors littéralement, pour reprendre l'expression que j'utilisais quelques minutes, est littéralement alors un coup de force qui est nourri par cette passion de la démesure de l'homme et qui finalement trouve son accomplissement dans les mots du XXe et du XXIe siècle. C'est pourquoi, toujours comme nous l'avons vu, Simone Veil pourra déclarer, il y a un petit passage que un petit peu commenté la dernière fois, Hitler a très bien vu l'absurdité de la conception du XVIIIe siècle, encore en faveur aujourd'hui, et qui d'ailleurs a déjà sa racine dans Descartes. Depuis 2 ou 3 siècles, on croit à la fois que la force est maîtresse unique de tous les phénomènes de la nature, et que les hommes peuvent et doivent fonder sur la justice reconnue au moyen de la raison leurs relations mutuelles. C'est une absurdité criante. Il n'est pas concevable que tout dans l'univers soit absolument soumis à l'empire de la force et que l'homme puisse y être soustrait, alors qu'il est fait de chair et de sang et que sa pensée vagabonde au gré des impressions sensibles. Cette analyse que Simone Veil fait en tant que contemporaine de cette catastrophe qu'est la Seconde Guerre mondiale peut nous conduire à quelques rapprochements parfois peut-être avec une crise qui n'est pas terminée. Si on prend bien ce moment de la Seconde Guerre mondiale comme une crise essentielle du XXe siècle, comme conséquence, comme il est posé ici, d'une crise de la modernité, au fond, on pourrait constater que cette crise de la modernité, nous n'en sommes pas sortis. Et il est difficile, vu l'actualité d'ailleurs, de ne pas prolonger l'analyse à partir de la crise que nous sommes en train de vivre. En effet, celle-ci nous conduit immédiatement à incriminer la mondialisation et nos pratiques. L'épidémie que nous vivons est manifestement, entre autres, due au bouleversement que nous imposons à la diversité dans cette course à une domination de la nature. Son expansion est due à l'intensité de la circulation des individus, etc. Et suite à cette apologie du nomadisme que nous a fait connaître au moins les 40 dernières années, et qui était célébré comme le signe même de la modernité, il est d'ailleurs ironique de constater que la seule réaction de protection, voire de survie, est le confinement,
de plus de la moitié de la population mondiale, la fermeture des frontières, la restriction de toute circulation. Donc, tout d'abord, une forme de repli qui semble nécessaire comme première réponse. Toutefois, cette situation dont nous sommes les contemporains, sans présager de cette sortie de crise, et sans prétendre ici faire des plans sur ce que sera le monde d'après, nous ouvre immédiatement une voie et nous conduit à un premier constat. Sans une forme de coopération, il n'y a pas d'issue. C'est bien une coopération dans la recherche grâce aux technologies à notre disposition qui en est l'une des premières conditions. Il y a donc bien une crise de notre modernité qui porte ce nom de déracinement. Mais il serait rapide et sans doute immédiatement simpliste de dire que l'enracinement est la seule réponse. De même qu'il est assez évident de dire que la catastrophe que nous vivons se doublera d'une seconde sans doute plus meurtrière encore si elle ne s'accompagne que d'un repli sur soi concurrentiel qui, au nom de principes économiques, accepte le sacrifice d'individus. Certains, d'ailleurs, on peut remarquer, en regardant l'actualité, je pense que tout le monde a le temps en ce moment de la suivre, certains jouent d'ailleurs clairement le jeu, comme lorsque assez tôt, quelqu'un comme Donald Trump annonce à la face du monde un nombre à venir de morts évalué entre 100 ou 200 000, afin, entre autres, de reculer toute stratégie de confinement, et surtout au nom d'une protection de l'économie. C'est ainsi que, paradoxalement, le repli sur soi se fait au prix de la vie d'individus. Et c'est là le second constat que nous pouvons faire, à savoir que ce coup de force que constitue le déracinement, accompli par la modernité, révèle en retour la fragilité et la vulnérabilité des individus. C'est alors peut-être de ce point le plus essentiel qu'il s'agirait de partir. Au lieu de penser d'abord le sujet comme conquérant, le penser d'abord comme vulnérable et fragile. N'est-ce pas, finalement, la véritable leçon ici du déracinement? Plutôt dès lors que penser l'enracinement comme une réponse, est-ce qu'il ne s'impose pas à nous, comme exigence, de penser d'abord notre propre fragilité en la posant comme première? Pour formuler ceci autrement, cette alternative que nous n'avons cessé de rencontrer entre l'enracinement et le déracinement, et dont nous n'avons cessé de voir les difficultés et les impasses, ne doit-elle pas d'abord nous conduire à une réflexion éthique comme étant plus fondamentale? Telle va être la première étape, réflexion que peut nous suggérer une lecture de Lévinas à travers cette critique de l'enracinement. C'est-à-dire, plutôt que de confronter, comme nous avons cessé de le faire en permanence, soit la revendication de l'enracinement, soit le déracinement, en construisant dès le début cette opposition entre, d'un côté, penser en quelque sorte du nomadisme et face à la pensée de la sédentarisation, est-ce que, plutôt que de continuer à être pris dans cette alternative qui semble nous conduire à ne pas pouvoir nous en sortir, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour essayer d'en sortir, commencer par se demander ce qu'une pensée du déracinement peut nous conduire à mieux saisir de ce que nous sommes. Autrement dit, l'idée que je voudrais essayer de vous présenter aujourd'hui, et que je ferai même en deux temps, c'est non pas de continuer à nous installer en disant mais à la fois il y a les vertus du déracinement, puisqu'il y a un danger dans le discours de l'enracinement, tout ce qu'on a pu voir avec Heidegger et Schmitt, qui conduit finalement à faire une apologie du déracinement qui, en même temps, d'un autre côté, pose problème au sens où on voit bien que le déracinement, et c'est ce qu'on a montré avec Simone Veil, le déracinement nous conduit à une crise.
et que le déracinement, comme nous montrait Simone Veil, peut prendre la forme d'un mal, on pourrait dire, parodier un petit peu l'expression de Kant, d'un mal radical, plutôt que de continuer à opposer comme ceci deux discours, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par essayer de voir ce que l'enracinement, la question du déracinement, pardon, peut nous apprendre sur nous-mêmes? Je prenais cet exemple de la crise contemporaine que nous sommes en train de vivre, parce qu'on voit bien que si on la pose, on y voit clairement, au fond, cette tension qu'on a cessé de montrer depuis le début. C'est à savoir que si on la pose comme étant le résultat d'une crise du déracinement, on voit que la réponse qui est offerte immédiatement, c'est une position de repli, et donc revendication d'une forme d'enracinement, qui en même temps n'apparaît pas à son tour comme une solution. Donc, au fond, prenons même comme exemple cette crise elle-même, et essayons de voir ce qu'elle nous révèle, ce qu'elle nous dit de nous-mêmes, et comment peut-être elle exige comme issue autre chose que le discours d'un enracinement qui a montré aussi à son tour ses limites. C'est ce que je voudrais essayer d'interroger à travers, en première étape, une lecture des analyses de Lévinas, du philosophe Emmanuel Lévinas, dont d'abord la critique qu'il va faire de l'enracinement. Pour commencer, je voudrais faire une petite présentation rapide d'Emmanuel Lévinas, donc, qui est né donc, en 1905 en Lituanie, qui était alors un territoire russe. Sa famille fuit vers ce qui est aujourd'hui l'Ukraine au cours de la Première Guerre mondiale. Et puis en 1923, il vient en France, il se rend à Strasbourg pour suivre des études de philosophie, où il découvre la phénoménologie. On verra quelle importance ça peut avoir dans ces analyses. Cette découverte va le pousser, dès 1928, à se rendre à Fribourg pour y suivre l'enseignement du grand philosophe phénoménologue Edmond Husserl. Il dira à propos d'ailleurs de ces 2 semestres qu'il va passer à Fribourg, « Je suis venu voir Husserl et j'ai vu Heidegger ». Prend en effet la succession de Husserl, Heidegger qui rencontre dès lors un grand succès. Et Lévinas est véritablement sous le choc et sous le charme du philosophe. L'œuvre publiée en 1927 de Heidegger, texte le plus célèbre, Être étant, est aux yeux de Lévinas un monument. Pourquoi? Parce qu'il estime que faire de la philosophie, désormais, doit nécessairement passer par là. Et d'ailleurs, il ne reniera jamais la grandeur de la pensée du philosophe, même si, nous avons eu l'occasion d'en parler, il déclarera son engagement absolument inexcusable. Ce qui le fascine chez Heidegger est cette décision de faire de l'existence le nouveau départ pour la philosophie. Après la soutenance de sa thèse, Lévinas s'installe à Paris, où il participe aux activités de l'Alliance israélite universelle et obtient en 1930 la nationalité française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est sous-officier de réserve et mobilisé, il part au front et sera, et ça va être aussi important, ces quelques éléments biographiques que je vous donne pour rentrer dans sa philosophie. Il sera dès 1940 prisonnier d'abord à Rennes, puis ensuite en Allemagne. En 1945, il est choisi par René Cassin pour prendre à Paris la direction de l'école normale israélite orientale, qui forme les enseignants de l'Alliance israélite universelle. Et ce lieu deviendra son lieu de résidence, et il occupera ses fonctions jusqu'en 1979, tout en poursuivant sa réflexion philosophique et en enseignant à l'université, donc d'abord à Poitiers, puis à Nanterre, puis à la Sorbonne. Il meurt à Paris en 1995. Quelques éléments donc, de repères autour de la personne de Lévinas, et on va le voir qu'ils peuvent être assez importants pour comprendre ce parcours.
Si Lévinas est l'admirateur au premier abord de la pensée de Heidegger, il va pour autant fondamentalement dans sa philosophie faire une critique de l'enracinement. Et c'est cette première étape que je voudrais vous montrer là dans un premier temps, à savoir sur quoi repose cette critique de l'enracinement.